Bonjour à toutes et à tous, amis liégeoises et amis liégeois. Je suis ravi d'être parmi vous ce soir pour vous présenter en fait un sujet qui me tient à cœur, un sujet qui va me permettre de vous comparer trois grandes figures de l'histoire de France contemporaine sur lesquelles j'ai travaillé. Alors Napoléon III et De Gaulle, pour vous montrer les continuités, les discontinuités au sommet de l'État au travers de ces trois figures. Et il se trouve que le prétexte, si j'ose dire, de cette conférence, et du cycle sans doute de conférences à laquelle je m'intègre, est la commémoration du bicentenaire du décès de Napoléon en 1821, donc 2021, qui nous donne justement l'occasion de comparer cet étalon absolu de notre grandeur, de la grandeur française, avec deux de ses successeurs à la tête de l'État, son neveu, Louis-Napoléon Bonaparte, monté sur le trône impérial à son tour sous le nom de Napoléon III, et plus près de nous, Charles de Gaulle. Alors la comparaison se fait généralement deux à deux. Mon collègue et grand ami Patrice Guénifet a donné par exemple un Napoléon et de Gaulle, deux héros français, en 2017 chez l'éditeur Perrin. Et mon autre collègue et ami Francis Choisel a comparé lui Napoléon III et de Gaulle dans un ouvrage plus ancien qui date de 1987 et qui s'appelle Bonapartisme et gaullisme. Je prépare moi-même avec Pierre Branda un Napoléon et un Napoléon III destin croisé pour l'éditeur Perrin qui sortira en 2023. Mais vous le voyez, eh bien, jamais les trois personnages, jamais à ma connaissance en tout cas, n'ont été réunis pour un livre ou pour une conférence. C'est l'occasion de le faire aujourd'hui, comme d'ailleurs je le ferai prochainement pour la revue politique et parlementaire et également pour la ville d'Ajaccio, toujours dans le cadre de ces commémorations. Alors si Napoléon III et De Gaulle sont arrivés au sommet de leur pouvoir, puis ont quitté ce pouvoir à des âges bien plus avancés que ceux de Napoléon, respectivement 40 ans et 62 ans, 40 ans pour Napoléon III, 62 ans pour De Gaulle, leur arrivée au pouvoir, 53 ans pour Napoléon III, 78 pour De Gaulle, eh bien, contre un Napoléon qui arrive au pouvoir à 30 ans et qui le quitte à 45 ans, eh bien, un âge où De Gaulle n'était pas même encore entré dans l'histoire. Si également les contextes sont différents, puisque Napoléon est fils des Lumières, Napoléon III est fils de la Révolution industrielle, De Gaulle est fils de la Grande Guerre, ils sont les seuls en fait, tous les trois, ils sont les seuls parmi nos chefs de l'État français, avec Louis-Philippe, François Mitterrand et Jacques Chirac, pour toute l'époque contemporaine, soit une cinquantaine de chefs de l'État en tout, à être restés au pouvoir aussi longtemps et surtout à avoir marqué ce pouvoir autant de leur empreinte. Alors l'analyse que je vais vous proposer abordera synthétiquement et successivement trois domaines. Le domaine politique, pour commencer, le domaine économique, social, culturel, d'autre part, et puis enfin, le domaine que je qualifierais de géopolitique, c'est-à-dire l'intérêt qu'ils ont pu porter ou ne pas porter à l'Europe et au monde. Et je commencerai donc par la volonté politique. Nous avons là trois destins qui ont été forgés dans l'adversité de personnalités qui ont cru en leur étoile et qui se sont vus en hommes providentiels. Trois figures passées par une formation militaire qui les singularise du personnel politique traditionnel et qui leur apprend à gouverner, qui leur donne l'habitude du contrôle et leur enseigne que toute erreur, si infime soit-elle, peut avoir de très grandes conséquences. Trois disciples de Machiavel, serais-je tenté de dire, trois réalisateurs de coups d'éclat pour prendre le pouvoir. Alors pour Napoléon Bonaparte, ce coup d'éclat, ce coup d'État, c'est le coup d'État des 18 et 19 Brumaire en 8 dans le calendrier révolutionnaire, c'est-à-dire 9 et 10 novembre 1800. Euh, pour, euh, pour s'y maintenir également, le président Louis-Napoléon Bonaparte, qui réalise un coup d'État alors qu'il est justement président de la République le 2 décembre 1851. Ou bien, pour y revenir,
Charles de Gaulle, qui avait déjà connu le pouvoir au moment de la résistance, du gouvernement provisoire de la République française, au lendemain de la Libération, et qui revient au pouvoir le 13 mai 1958, en profitant tous les trois d'un contexte de crise ou de l'incapacité des dirigeants politiques d'alors à résoudre cette crise. Pour Napoléon Bonaparte, c'est l'incapacité du Directoire, avec la guerre à l'extérieur. Pour Louis-Napoléon Bonaparte, c'est l'incapacité de la Deuxième République à se sortir d'une impasse constitutionnelle. Et pour Charles de Gaulle, eh bien, c'est la Quatrième République, avec bien évidemment l'épisode tragique de la guerre d'Algérie qui a commencé 4 ans plus tôt, en 1954. Les trois sont des hommes d'État qui ont su discerner en fait le sens de l'histoire. Louis-Napoléon Bonaparte assume totalement la source d'inspiration de son oncle Napoléon, dans le culte duquel il a été élevé par sa mère, la reine Hortense. Il fait une lecture littérale de l'œuvre en prenant le mémorial de Sainte-Hélène pour bréviaire dès sa publication, 2 ans après la mort de Napoléon à Sainte-Hélène, en 1823, au point de citer ce mémorial constamment dans ses propres ouvrages, de réaliser son coup d'État imaginé le jour anniversaire du sacre de Napoléon et de sa plus belle victoire, la victoire d'Austerlitz, et d'affirmer prendre son modèle dans le préambule de sa constitution du 14 janvier 1852. De son côté, De Gaulle a pu invoquer sa légitimité contre la légalité en juin 1940 en une formule qui, au moment de son fameux appel du 18 juin, n'était pas sans rappeler celle de ses deux prédécesseurs, Napoléon et Louis-Napoléon Bonaparte. Les deux empires avaient pour un temps empêché la dispersion, mais moyennant la dictature, écrit Charles de Gaulle dans ses mémoires d'espoir, parus chez Plon en 1970, après sa mort. Alors, constatez dans cette formule quand même que Charles de Gaulle ne va pas jusqu'à se revendiquer explicitement de l'héritage de Napoléon et de l'héritage de Louis-Napoléon Bonaparte, Napoléon III. Il ne le fait pas car ses détracteurs, en fait, se chargent de le faire pour lui. De Raymond Aron, pendant la Deuxième Guerre mondiale, à François Furet, l'historien François Furet, historien et journaliste à l'époque de la Quatrième République, Jacques Duclos, secrétaire général du Parti communiste, et François Mitterrand, socialiste, au début de la Cinquième République. Et pourtant, il y a une parenté indéniable entre le bonapartisme tel que pratiqué par Napoléon, celui qui est ensuite théorisé et appliqué par son neveu, Louis-Napoléon Bonaparte, et le gaullisme du général, ainsi que l'ont souligné René Raymond et maints autres analystes à la suite, dont Francis Choisel, que je vous évoquais tout à l'heure pour son livre Bonapartisme et gaullisme. Comme Napoléon, ces deux successeurs ont la même conviction qu'à chaque peuple correspond une constitution. Une constitution, je cite, doit être faite uniquement pour la nation à laquelle on veut l'adapter, dit Louis-Napoléon Bonaparte. Elle doit être comme un vêtement qui, pour être bien fait, ne doit aller qu'à un seul homme. Et plus tard, De Gaulle, à un siècle de distance, lui fera écho. Je cite De Gaulle, « Des Grecs jadis demandaient aux sages Chelons « Quelle est la meilleure constitution ?» Et il répondait, « Eh bien, dites-moi d'abord pour quel peuple et à quelle époque. » Cet extrait, ce que je viens de vous lire, eh bien, du discours de Gaulle à Bayeux, son célèbre discours du 16 juin 1946. Ces constitutions, celle du consulat et de l'Empire, celle de la Deuxième République d'après le coup d'État qui devient la constitution du Second Empire, et celle de 1958 sont des constitutions courtes et amendables. Comme Louis-Napoléon Bonaparte le résume en rappelant son oncle, l'empereur donc Napoléon, disait au Conseil d'État « Une constitution
est l'œuvre du temps. On ne saurait y laisser une trop large voie aux améliorations. Aussi, la Constitution présente, celle de 1852, n'a-t-elle fixé que ce qu'il était impossible de laisser incertain. Elle n'a pas enfermé dans un cercle infranchissable les destinées d'un grand peuple. Elle a laissé au changement une assez large voie pour qu'il y ait, dans les grandes crises, d'autres moyens de salut que l'expédient désastreux des révolutions. Et De Gaulle modifie la Constitution de 1958 en introduisant, vous le savez, 4 ans plus tard, l'élection présidentielle au suffrage universel direct. Il réalise en quelque sorte ce que disait Napoléon et ce que disait Napoléon III. Ces constitutions, ratifiées ou préparées par des plébiscites, des référendums, ou un plébiscite à caractère référendaire qui sert de transition entre les constitutions de Napoléon et de 1852 et celle de 1958, je pense à ce plébiscite à caractère référendaire qu'est celui de 1870, eh bien, ces constitutions présentent énormément de similitudes. Et la pratique du pouvoir qui en découle aussi. En 1852, la première constitution de Louis-Napoléon tend vers celle de son oncle Napoléon. En 1870, sa seconde constitution, qu'on appelle la constitution de l'Empire libéral, annonce déjà celle du général de Gaulle. Celui-ci, de Gaulle, reprendra l'histoire constitutionnelle là où, d'une certaine façon, elle s'était arrêtée en 1870. Et puis Napoléon III et De Gaulle partagent avec Napoléon le refus de tout esprit de système. Ils partagent avec lui un même pragmatisme, mais aussi quelques principes fondamentaux. Le culte des idées de 1789, de l'État et de la nation, le fait d'assumer toute l'histoire de France, le sentiment que le pays est fait pour une république monarchique ou une monarchie républicaine, l'aspiration à concilier l'ordre et la liberté, les droits du peuple et le principe d'autorité, la certitude que l'homme d'État, animé d'une volonté, est en capacité, serais-je tenté de dire, de pouvoir, la conviction de la nécessité d'un exécutif fort qui soit pleinement responsable de ses actes devant le peuple souverain et qui établisse un lien direct avec lui. L'aspiration à dépasser les clivages partisans, l'idée que le parlementarisme doit être rationalisé, l'expression, et vous le savez, gaulienne, mais elle est aussi une expression de Napoléon III, mais que ce parlementarisme doit être divisé, qu'il est second. L'art aussi, il faut le dire, de choisir ses subordonnés et de les faire se transcender au service de l'État et au service du régime. C'est Molé, Mathieu Molé, qui ne serait arrivé à pas grand-chose s'il n'y avait pas eu derrière lui Napoléon. C'est Rouher pour Napoléon III. C'est Michel Debré pour Charles de Gaulle. Et puis le désir de s'appuyer sur les hommes de talent, de toute provenance, y compris lorsqu'ils viennent de l'autre bord politique. Le ralliement est noble, il est beau quand c'est pour servir l'État et servir la France. De s'appuyer sur l'expertise d'une haute fonction publique de qualité et sur les meilleurs spécialistes de chaque profession. Ce que l'on appelait justement au milieu du 19e siècle les spécialités. C'est-à-dire on mettra un banquier, par exemple, aux finances, on mettra bien, un professeur à l'instruction publique, comme Victor Duruy, etc., etc. Les 3 hommes sont des modernisateurs en phase avec leur temps. Ils arrivent au pouvoir avec un plan réformateur mûri et la conviction bien, que les changements doivent se faire vite pour réussir. L'année qui suit le coup d'État du 2 décembre 1851 et les années 1944-1945 et 1958-65, les premières années de la République gaulienne, sont bien évidemment des échos de ce que l'on appelait le Grand Consulat, c'est-à-dire 1799-1804. Ce sont des moments d'intenses réformes tels que la France en a rarement connu. Cependant, il est une différence
une différence qui concerne les femmes. Et là, je voudrais faire ici une incise. Là aussi, ces trois hommes sont de leur temps. Mais on retient de Napoléon III et de Charles de Gaulle qu'ils le sont d'une certaine façon dans un sens favorable aux femmes, là où tel n'est pas le cas de Napoléon. Et on le lui a beaucoup reproché, vous le savez, en France, en particulier au moment du bicentenaire. Ceux qui ne voulaient pas commémorer ce bicentenaire de Napoléon reprochaient deux choses à Napoléon. D'une part, le fait d'avoir rétabli l'esclavage et d'autre part, sa profonde misogynie. Mais Napoléon est un homme de son temps. La France des notables, celle qui commence avant lui, sous le Directoire, et qui s'épanouit dans le premier 19e siècle français, eh bien, cette France des notables, c'est une France misogyne. Non seulement il n'y a pas d'égalité homme-femme, mais je serais tenté de dire il y a une forme de régression par rapport à l'époque des Lumières, par rapport au siècle précédent, le 19e siècle. Le Code civil, que l'on appelle le Code Napoléon, le Code de 1804, fait de l'épouse une inférieure, une mineure, et la place dans l'entière dépendance de son époux. Je dirais même plus, pour le malheur de Napoléon Bonaparte, l'un des rares comptes rendus du Conseil d'État que l'on a conservé est précisément celui où le statut de la femme est étudié. Et dans ce compte rendu, on voit que non seulement il approuve ce statut d'infériorité, mais il l'appuie. Et puis on a de Napoléon des citations qui, tirées de leur contexte, le font passer aujourd'hui pour un affreux personnage, mais encore une fois, il ne l'est ni plus ni moins que la plupart de ses contemporains. Je vous donne ici quelques exemples. 1806, Napoléon déclare « Combien sont malheureux les princes qui laissent prendre aux femmes l'influence sur les affaires politiques ». 1806 encore, des femmes bonnes, douces et conciliantes, ce sont celles que j'aime. 1816, la femme, c'est peut-être la citation la plus cruelle que je ferai, la femme appartient à son mari comme la pomme au propriétaire du pommier. Alors rien de tel chez Napoléon III, mais le siècle a avancé et a fortiori rien de tel bien évidemment chez Charles de Gaulle, qui par certains côtés est un homme du 19e siècle, mais est aussi un homme du 20e et du 21e siècle. De Napoléon III, aiguillonné ici par son épouse très féministe, l'impératrice Eugénie, Eugénie de Montiro, comtesse de Théba, on retiendra l'aide aux filles mères. On retiendra aussi que c'est sous son règne que Victoire d'Aubier devient la première bachelière française en 1861. On retiendra que Napoléon III décore de la Légion d'honneur la peintre Rosa Bonheur en 1865. On retiendra qu'il était aussi, là encore aiguillonné par Eugénie, qu'il était favorable à l'entrée de George Sand à l'Académie française. Mais vous savez que cette rentrée ne se fera pas sous le Second Empire, et il faudra attendre un siècle et Marguerite Yourcenar pour qu'une première femme entre à l'Académie française. On retiendra surtout des passages de Charles de Gaulle aux affaires. Le droit de vote des femmes, c'est l'ordonnance du gouvernement provisoire de la République française d'avril 1944 et le vote aux élections municipales un an plus tard, en 1945. On retiendra de la République gaulienne la faculté pour les femmes mariées de gérer leurs propres biens et de pouvoir travailler sans l'accord préalable de leur époux. 1965 en France. Et puis on retiendra, bien évidemment, après que Lucien Neuwirth en ait convaincu le général, l'autorisation de la pilule contraceptive en 1967. Alors, pour terminer cette partie politique, Napoléon III et de Gaulle jouissent, vous le savez, d'une grande popularité en leur temps, aujourd'hui bien évidemment, mais en leur temps. Mais ils sont aussi extrêmement clivants. Ils comptent des ennemis irréductibles, dont certains d'ailleurs ont attenté à leur vie. C'est la tentative de la rue Saint-Nicaise pour Bonaparte, Napoléon Bonaparte. C'est l'attentat de Felice Orsini en 1858 pour Napoléon III.
c'est l'attentat du petit Clamart, Bastien Thierry, l'OAS pour Charles de Gaulle. Et il réchappe toujours, mais parfois miraculeusement. Arrivé au pouvoir, avec l'appui d'une grande partie des élites désireuses de se trouver un sauveur, Napoléon et de Gaulle tombent après avoir été lâchés par elle lorsque, eh bien, ils apparaissent à ces élites comme des handicaps. C'est ce qu'a montré remarquablement mon maître Jean Tullard dans sa biographie, parue, voilà, presque 50 ans, Napoléon, le mythe du sauveur. Alors Napoléon III dénote ici par rapport à son oncle et par rapport à Charles de Gaulle, car lui, il s'impose contre la majorité des élites et succombe après avoir pourtant réussi à les rallier par sa formule de l'Empire libéral. Nous avons là le contre-exemple parmi les trois. Il en fallait bien un. Alors, dans un deuxième temps de cette conférence, je voudrais vous parler de l'importance des considérations économiques et sociales pour nos trois chefs de l'État. Elle est inouïe, cette importance. Si les trois hommes font passer la politique avant toute autre considération, ils se préoccupent beaucoup plus des questions économiques que la plupart des chefs d'État de leur temps. Ils envisagent une représentation politique imaginée des intérêts économiques et sociaux. Napoléon Bonaparte, par exemple, en leur faisant une place dans la constitution de la République italienne, celle de 1802, puis dans l'acte additionnel aux constitutions de l'Empire en 1815, au moment des 100 jours. Son neveu, Napoléon III, en faisant entrer massivement les représentants des affaires au corps législatif grâce à la candidature officielle dès 1852, dans des proportions, je l'ai montré dans un livre, inouïes, telles qu'il n'y avait jamais eu autant d'hommes d'affaires, d'industriels dans des assemblées politiques avant lui, avant le milieu du XIXe siècle. Et puis de Gaulle, en projetant de fusionner le Sénat et le Conseil économique et social en 1969. Vous savez que c'est l'un des trois points du référendum qui occasionnera sa chute, son départ, puisque les Français ne voudront pas de ce projet qu'il leur proposait. Les trois hommes d'État sont surtout convaincus que la confiance publique est le préalable indispensable dont les acteurs économiques ont besoin pour développer leurs affaires. Il en découle ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire la nécessité d'institutions stables. Napoléon est le créateur de la Banque de France et du franc germinal. Il est l'introducteur de nouveaux principes budgétaires qui ont été étudiés, entre autres, par mon ami Pierre Brandat. Napoléon demande des rapports quotidiens sur la situation de la trésorerie, sur le prix des denrées alimentaires, sur le cours de la rente, sur la qualité des récoltes, sur les difficultés des entreprises. Cela traduit sa volonté d'assurer la puissance de la France, ainsi, il faut le dire, vous vous en doutez, qu'une préoccupation d'ordre public, bien davantage qu'une sensibilité au sort des humbles Français. Ici, Napoléon III annonce plus de Gaulle qu'il n'est l'héritier de son oncle. Il prête parfois à Napoléon des pensées qu'il n'a pas eues et prend en l'occurrence pour argent comptant l'affirmation de sa mère, la reine Hortense, que Napoléon se souciait beaucoup du sort des ouvriers. Chez Louis-Napoléon, Napoléon III, la préoccupation est en revanche réelle. Elle est précoce. Il a été marqué par l'industrialisation et la question sociale qui en découle. Il n'hésite pas à s'inspirer dans ses jeunes années de la Constitution de 1793. Imaginez la Constitution révolutionnaire. Je cite cette phrase tirée de la Constitution de 1793 et qu'il reprend souvent. Le but de la société est le bonheur commun. Les secours publics sont une dette sacrée.
la société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler. Dans un ouvrage qu'il va publier alors qu'il est enfermé durant ses jeunes années en prison pour avoir tenté un coup d'État contre la monarchie de Juillet, un ouvrage qu'il appelle L'extinction du paupérisme, qu'il écrit au milieu donc des années 1840, il souligne que les riches doivent comprendre la nécessité d'un impôt redistributif. C'est incroyable au XIXe siècle. Incroyable. Incroyable parmi les futurs dirigeants. Et il dit, la paix sociale, messieurs des élites, je cite Louis-Napoléon Bonaparte, voilà ce qu'il écrit dans L'extinction du paupérisme, la pauvreté ne sera plus séditieuse lorsque l'opulence ne sera plus oppressive. Vous devez comprendre, messieurs de l'élite, que vous devez lâcher de l'argent pour soulager la pauvreté et les pauvres vous en seront reconnaissants. Ils ne se révolteront pas. Alors Louis-Napoléon Bonaparte est très inspiré par le saint-simonisme. Il imagine, à la suite des saint-simoniens, un système mixte qui ne soit ni du capitalisme libéral, ni du socialisme étatique, mais qui emprunte aux deux ce qu'ils ont de meilleur. Et de ce fait, il est beaucoup moins interventionniste que son oncle Napoléon. Ses voyages en Angleterre, durant ses jeunes années, et la lecture des principaux économistes politiques contrebalancent son penchant naturel vers le socialisme. Et je le cite encore, il faut éviter cette tendance funeste, écrit-il, qui entraîne l'État à exécuter lui-même ce que les particuliers peuvent faire aussi bien et mieux que lui. Ou encore, il a cette formule, le plus grand danger peut-être des temps modernes vient de cette fausse opinion inculquée dans les esprits qu'un gouvernement peut tout et qu'il est de l'essence même d'un système quelconque de répondre à toutes les exigences, de remédier à tous les maux. En revanche, il revient à l'État de créer les conditions du développement. Il entend par là le crédit, les banques, les infrastructures, et on pensera ici aux routes, aux chemins de fer, l'aménagement du territoire, c'est extrêmement moderne au milieu du XIXe siècle. Et puis bien évidemment les transports, y compris les transports maritimes, les compagnies transatlantiques. Il convient à l'État également de définir une stratégie d'ensemble cohérente et de grandes orientations. Eh bien, portons-nous à un siècle de distance. Le Haut Commissariat au Plan, créé par Charles de Gaulle à la Libération, et qui connaît un apogée quand il revient aux affaires en 1958, rappelle les lettres-programmes détaillées dont je viens de vous lire des extraits de Napoléon III. Néanmoins, pour l'un comme pour l'autre, l'économie n'est jamais une fin en soi et elle s'articule toujours avec le social. Pour Louis-Napoléon, la prospérité économique est le levier essentiel du progrès social et l'organisation du travail un moyen de résoudre les maux de la société. L'ouvrier doit être associé à la marche de l'entreprise et tirer les dividendes de sa réussite. Et De Gaulle fait ici écho de façon que je trouve fascinante à Napoléon III. Je cite De Gaulle. C'est l'économie qui me paraît l'emporter sur tout le reste. Pourquoi? Parce qu'elle est la condition de tout, et en particulier la condition du progrès social. Et je l'ai montré dans un livre et dans plusieurs articles, la participation du général de Gaulle, la participation gaullienne, celle qui cherchera à mettre en place dans ce fameux référendum de 1969 avec la régionalisation et le Conseil économique et social revisité par une fusion avec le Sénat. Eh bien, la participation gaullienne ressemble beaucoup à l'association du Second Empire que j'ai
étudié dans plusieurs ouvrages. Mais rien de tel chez Napoléon, le premier empereur. En revanche, Napoléon III se singularise de Napoléon et de la plupart des dirigeants du XIXe siècle, mais aussi de Charles de Gaulle ici, il faut le dire, en rompant avec le dogme de l'équilibre budgétaire en vogue au XIXe siècle et avec Jacques Rueff, Antoine Pinet, avec Charles de Gaulle aussi. Eh bien là, c'est Napoléon III qui tranche, qui est un révolutionnaire. C'est sa fameuse théorie des dépenses productives et des grands emprunts qu'il développera avec Persigny, avec le baron Haussmann, son préfet de la Seine, et avec Pierre Magne, son ministre des Finances. Alors, passons maintenant eh bien, au protectionnisme, au libéralisme des échanges, au libre-échange. Et comparons Napoléon III et de Gaulle. Si le blocus continental amène Napoléon à concevoir un espace économique européen dont son empire serait le centre, et qui exclurait l'Angleterre, et s'il incite même les rois de Naples et de Hollande, le roi de Hollande était son frère, Louis, le roi de Naples était son beau-frère, Joachim Murat. S'il incite même donc les rois de Naples et de Hollande à créer les mêmes subdivisions monétaires qu'en France pour faciliter les échanges dans cet espace protégé, il reste avant tout un homme de son temps, très attaché au mercantilisme tel que l'a défini Colbert, le grand Colbert, Jean-Baptiste Colbert, sous Louis XIV. Alors Napoléon III ici dénote encore complètement en décidant de libéraliser les échanges avec la Grande-Bretagne, puis avec les autres puissances, et en créant même, imaginez, l'union monétaire latine. C'est ici De Gaulle qui apparaît en position intermédiaire entre l'oncle et son neveu. Acceptant la communauté économique européenne qui a été mise en place par le traité de Rome un an avant son retour au pouvoir, il n'hésite pas à pratiquer, vous le savez, la politique de la chaise vide lorsqu'il estime que les intérêts français sont lésés, tout en refusant obstinément l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun, celle-là même avec laquelle Napoléon III avait fait affaire, avait conclu ce fameux traité libéralisant les échanges du 23 janvier 1860. Alors je vais maintenant conclure et prendre une hauteur supplémentaire pour aborder eh bien, la vision européenne et je serais tenté de dire, mais le mot n'est pas trop fort, vous allez le voir, la vision planétaire en fait des trois hommes. Les questions internationales sont aussi centrales chez Louis-Napoléon Bonaparte, Napoléon III et Charles de Gaulle qu'elles l'étaient en fait pour Napoléon Ier. L'objectif premier et constant de ces trois hommes d'État est en effet la grandeur de la France. Depuis 1789, la France de la Grande Révolution, se sent investie de la mission de répandre les lumières et les droits de l'homme à travers l'Europe. Et Napoléon Bonaparte, qui a été l'un des principaux missionnaires bottés de la Révolution, en est le premier convaincu et continue cette politique, bien évidemment, vous, amis belges, qu'il avait d'une certaine façon payé, sous le consulat et l'Empire, avant tout par le fer et par le feu, et secondairement par la voie diplomatique. Alors même s'ils usent principalement de la diplomatie dans le cas de Napoléon III et exclusivement de la diplomatie dans celui de Charles de Gaulle, l'un et l'autre sont les héritiers de cette politique de Napoléon et considèrent que la France ne peut souffrir la médiocrité. De Gaulle, dans ses mémoires de guerre, publiés, vous le savez, dans sa traversée du désert, entre son premier passage aux affaires,
entre 1944 et 1946, janvier 1946, et son retour au pouvoir en mai-juin 1958, eh bien De Gaulle, dans ses mémoires de guerre de 1954, destine, vous le savez, c'est la première page, elle est célébrissime, la France à des succès achevés ou à des malheurs exemplaires. Et il fait ainsi écho à Louis-Napoléon Bonaparte, qui affirmait, je le cite, il faut qu'une nation comme la nôtre, si elle s'engage dans une lutte colossale, puisse justifier à la face du monde ou la grandeur de ses succès ou la grandeur de ses revers. Alors c'est tiré d'un ouvrage dont j'ai extrait beaucoup des pensées et beaucoup des idées que je vous ai présentées déjà, un ouvrage qu'il avait rédigé à la veille de son coup d'État avorté pour renverser la monarchie de Juillet en 1840 à Boulogne. Et cet ouvrage avait paru sous le titre Des idées napoléoniennes. Vous voyez que le parallèle entre De Gaulle et Napoléon III, mais au-delà de Napoléon, est assez fascinant. Et en ce domaine, justement, le neveu défend son oncle en fait, qui n'aurait entrepris que des guerres défensives pour protéger et répandre les bienfaits de la Révolution et aurait cherché à libérer les peuples asservis, à bâtir une Europe plus juste, à garantir la paix par une large confédération des nations, avant que le congrès de Vienne de 1814-1815 n'anéantisse ses projets. C'est ce qu'il écrit avec Lascaz, ce qu'il dicte à Lascaz dans son mémorial de Sainte-Hélène. C'est bien évidemment en grande partie faux, mais ce qu'il est important de voir ici, c'est que Louis-Napoléon Bonaparte, le jeune Louis-Napoléon Bonaparte, va le prendre bien évidemment pour argent comptant. Et Louis-Napoléon Bonaparte est l'inventeur et le principal promoteur du principe des nationalités. Et il défend le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Face aux deux géants en train d'émerger, que sont la Russie à l'orient de la France et les États-Unis d'Amérique à son occident, de l'autre côté de l'Atlantique, dont son oncle a prophétisé l'avènement avant lui et qu'il théorise, il estime que l'Europe doit s'organiser autour de la France, eh bien, pour continuer à faire entendre sa voix. Et c'est tout à fait fascinant de voir que Tocqueville, nous sommes dans les années 1840, dira la même chose dans De la démocratie en Amérique. On retient toujours la prophétie de Tocqueville et on oubliait jusqu'à il y a quelques années que, en fait, Louis-Napoléon Bonaparte avait eu la même prophétie, mais même que d'une certaine façon, de façon un peu moins aboutie, certes, mais tout de même d'une certaine façon aussi, Napoléon Bonaparte avait eu aussi cette prophétie. Et dans ce but, Louis-Napoléon Bonaparte considère, dans ces années-là, les années 1840, quand il n'est pas encore au pouvoir, il est enfermé au fort de Ham, eh bien, il considère que l'expansion coloniale est un facteur de dispersion de l'énergie nationale. Mais il se ravisera, une fois devenu empereur, et appuiera l'implantation française en Nouvelle-Calédonie, au Sénégal. La création du port de Dakar avec Faidherbe date des années 1850 et de Napoléon III. En Cochinchine, bien évidemment, dans les années 1860, et c'est la base de l'Indochine française, ainsi bien sûr que la pacification. Alors, pacification, attention, je mets des guillemets, hein, c'est un terme de l'époque. La pacification de l'Algérie. La conquête avait commencé en 1830, la pacification s'achève 30 ans plus tard, au milieu du règne de Napoléon III. Néanmoins, et ça aussi c'est fascinant, il est convaincu que l'assimilation de l'Algérie à la métropole, à la France, est totalement impossible. Et il va promouvoir l'idée d'un royaume arabe qui serait associé à la France. Il s'inspire ici de l'Angleterre voisine. Vous savez qu'aux
c'est assez fascinant de voir que pour Napoléon III, l'Angleterre sert parfois de modèle, parfois de repoussoir, et en l'occurrence ici, il tire exemple des grandes difficultés que connaissent dans les années 1857, 58, 59 les Anglais dans le joyau de leur empire, les Indes. Ils sont confrontés à la révolte des Cipayes et les Anglais vont aboutir en fait à la création de cet empire des Indes associé en fait à la couronne britannique. Et Napoléon III eh bien, va s'orienter dans cette voie de l'association plutôt que dans celle de l'assimilation et promouvoir l'idée d'un royaume arabe associé à la France. Et De Gaulle, j'ai retrouvé ces pages, lui rendra hommage sur ce point. Il déplorera qu'à la chute de Napoléon III, eh bien, la Troisième République se soit lancée dans une politique assimilationniste qui, d'une certaine façon, a débouché eh bien, sur la guerre d'Algérie. De Gaulle disait que, dans ses écrits du fort privé, si l'on avait suivi Napoléon III, peut-être aurait-on évité cette guerre d'Algérie. Et lui aussi, vous le savez, à partir de 1958, eh bien, pour essayer de mettre un terme à cette guerre très sanglante, se fera un champion de cette troisième voie, de cette voie intermédiaire. De même qu'il se fera un champion d'une troisième voie entre les deux grands, les États-Unis et ce nouvel empire russe qui est devenu l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques. Il se posera en adversaire des blocs et en défenseur des nationalités, comme l'avait été Napoléon III. Et comme Napoléon III souhaitait réviser l'ordre international établi par le Congrès de Vienne, eh bien, il entendra remettre en cause d'une certaine façon le monde issu de la conférence de Yalta. Alors ces changements doivent s'opérer, je le disais, par la diplomatie et par la médiation de grands congrès internationaux et non par les armes. Napoléon III a été un apôtre de ces congrès internationaux. Et nous commémorons le bicentenaire de Napoléon, mais nous avons commémoré juste avant le 150e anniversaire de la guerre franco-allemande, funeste aux intérêts français, à Napoléon III et au Second Empire, puisqu'il en chutera. Je m'en voudrais de ne pas rappeler ici qu'il avait tout fait pour éviter cette guerre et que, après le piège tendu par Bismarck, il a voulu réunir un congrès international pour l'éviter, mais de ce congrès, ni Bismarck ni les autres puissances n'en voulaient, et un fatal engrenage ici s'enclenchera. Et en fait, eh bien, ce que voulait Napoléon III, nous l'avons vu avec le traité de 1860, c'est une concurrence entre les nations, entre les États-nations, mais une saine concurrence, une concurrence économique. Et ce que fera De Gaulle, c'est exactement la même chose. La réponse de Gaulle au toast du président bolivien, toast du 28 septembre 1964, est la suivante, écoutez bien, que chaque peuple transforme en émulation créatrice et productrice par rapport aux autres nations ce qui fut et demeure trop souvent une rivalité d'ambition. Quel écho magnifique au discours que Louis-Napoléon Bonaparte prononça à l'exposition de l'industrie le 31 août 1849, je le cite, « Aujourd'hui, c'est par le perfectionnement de l'industrie, par les conquêtes du commerce, qu'il faut lutter avec le monde entier. » L'un et l'autre dépassent l'horizon européen. Lors de la campagne d'Égypte, Napoléon Bonaparte avait repris de l'Antiquité le projet d'un canal à travers l'isthme de Suez, mais en fait, celui qui va réaliser ce canal, eh bien, c'est son neveu. En 1869, il enverra son épouse l'inaugurer, ce canal qu'il avait encouragé Ferdinand de Lesseps, le cousin de l'impératrice Eugénie, a creusé par le biais d'une compagnie
compagnie qui plusieurs fois a failli capoter, projet qu'il a toujours soutenu. Quant à De Gaulle, il portera, vous le savez, j'en ai donné tout à l'heure un exemple, la bonne parole à travers le monde. Il refermera d'une certaine façon les plaies ouvertes par Napoléon III au Mexique lors de cette triste expédition du Mexique des années 1860, comme Napoléon III lui-même avait refermé les plaies ouvertes par Napoléon en Espagne. Et ce jeu de 2 à 2, à un siècle de distance, est tout à fait fascinant. Napoléon III et De Gaulle pratiquent une politique de réimplantation au Nouveau Monde, là où Napoléon avait vendu la Louisiane et s'était désintéressé du Canada français. Louis-Napoléon Bonaparte se tourne vers ce Canada français et exactement un siècle plus tard, vous le savez, eh bien De Gaulle fait ce voyage au Canada écourté, parce qu'à l'étape de Montréal, il dira du balcon de l'hôtel de ville « Vive le Québec libre ». Ce rapprochement, ce nouveau rapprochement, cet énième rapprochement et ce dernier rapprochement de ma conférence est, je le crois, lui aussi, assez fascinant. Alors, les deux empereurs achèvent leur parcours, vous le savez, et ça les rapproche, par des défaites militaires, et l'un et l'autre par des exils en terre anglaise. La défaite pour Napoléon, 18 juin 1815, c'est Waterloo, et son exil ultime, c'est l'île de Sainte-Hélène, au milieu de l'Atlantique Sud. Pour Napoléon III, c'est la bataille de Sedan et le départ à Chalhurst, en Angleterre, pour son ultime exil où il mourra en janvier 1873. Quant à De Gaulle, il se retire après une défaite politique, le référendum de 1869, et choisit, lui, un exil intérieur et volontaire à Colombey. Avec son petit cimetière, le domaine de la Boisserie et le mémorial, le village lorrain est devenu, vous le savez, depuis sa mort, un lieu de pèlerinage très fréquenté, à l'instar des Invalides pour l'empereur Napoléon. En revanche, celui qui intervient entre les deux, Napoléon III, n'a pas cette chance. L'abbaye de Farnborough, où se trouve sa sépulture, est un lieu de recueillement dans une bien moins grande mesure, et l'exil de ce souverain français en terre étrangère n'explique pas tout. En effet, et je voudrais conclure avec ce point, dans la mémoire collective de la nation, Napoléon et De Gaulle ont laissé, vous le savez, une trace bien plus grande que Napoléon III. En témoignent les sondages qui les placent régulièrement en tête quand il est exceptionnel que Napoléon III y figure, même en queue de classement. Contrairement à Napoléon et à Charles de Gaulle, sur lesquels le récit officiel s'est toujours plus ou moins appuyé, en dépit, et nous l'avons encore vu au moment de la commémoration du bicentenaire de la mort de Napoléon, en dépit de voix discordantes, de débats contradictoires, eh bien lui, Napoléon III, a été un repoussoir absolu qui a permis à la République de s'affirmer en effaçant une œuvre pourtant imposante derrière le coup d'État initial, le coup d'État du 2 décembre 1851, et la débâcle finale, l'achèvement de cette débâcle à Sedan, le 2 septembre 1870. Mais ce que j'ai voulu vous montrer dans cette conférence, c'est que Louis-Napoléon Bonaparte, Napoléon III, constitue pourtant un maillon essentiel de l'histoire qui va de Napoléon à Charles de Gaulle. Et permettez-moi de conclure par un vœu, qui sera peut-être un vœu pieux. Ce vœu est le suivant: qu'en 2023, nous ayons une aussi digne commémoration du 150e de la mort de Napoléon III
que celle dont ont bénéficié De Gaulle en 2020, à l'occasion du triple anniversaire de sa naissance, de sa mort, et entre les deux, de l'appel du 18 juin, toutes les planètes étaient alignées en 2020 pour cette triple commémoration, et bien évidemment de la commémoration dont je vous ai beaucoup parlé ici, puisqu'elle était l'occasion de vous retrouver, celle de Napoléon, en cette année 2021. Je vous remercie.